S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes, bienvenue pour notre 65e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine on reçoit un monstre du tennis français, on a l'honneur d'avoir monsieur Henri Lecomte. Henri revient avec sa spontanéité naturelle sur les faits marquants de sa carrière, le fait qu'il se soit fait virer de la Fédé, son appellation de décrocheur de bâche, tellement il a rosé à la belle époque. Vous avez ensuite droit à un passage délicieux où Riton nous explique comment il a appris à devenir joueur professionnel, aux côtés du charismatique ex-joueur roumain Ion Tiriac. Henri nous fait vivre le circuit de l'époque qui a été radicalement différent. C'est un saut dans le temps que l'on vous propose aujourd'hui avec, il faut le dire, un homme qui a marqué l'histoire de son sport. Cette interview a été enregistrée lors du premier confinement, ça commence à faire, mais le récit d'Henri reste intemporel, et je dois vous confier, même si c'est pas facile à dire, que je me trouve très vert lors de cet entretien. C'était un des tout premiers podcasts enregistrés, et du chemin a été fait, heureusement, mais j'aurais pu laisser beaucoup plus parler Henri et creuser davantage certains points. Bref, fait est mieux que parfait, c'est une des citations qui me permet d'avancer, et je vous demanderai juste un chouïa de tolérance. Avant de laisser place à l'épisode, alerte masterclass de l'espace pour ce 5e cours qu'on a créé avec Ronan Lafay. Écoute juste la bande-annonce, elle est en lien en dessous. Premier lien en description, tu vas vite comprendre la puissance de ce nouveau cours. J'ai été embarqué par Ronan et je sais que son expertise me servira à titre perso et qu'elle peut tous nous filer un grand coup de main sur et en dehors du cours. J'ai simplement pris une claque. Ronan te livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans. Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de matchs et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. C'est un privilège d'avoir accès à l'expertise de Ronan et c'est un réel plaisir de vous la partager. Tu as accès à ce nouveau cours au format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible en allant tout en bas de la page en description donc, ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Place maintenant à notre 65e épisode et à la première partie avec le vengeur masqué Henri Lecomte. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez. Alors Henri, t'es né le 4 juillet 63 à Lillers, dans Schnorr. À Lillers, déjà, ça commence pas bien. C'est ce que je viens de dire, Henri. C'est exactement ce que je viens. Tu mesures. Déjà, ça commence pas bien. Ah putain, j'avais une chance sur 1000. Tu mesures 1m85 pour 79 kg selon ta fiche ATP. À l'époque, oui. Voilà. Oui, non, mais à l'époque, c'était 79 quand j'étais très jeune. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je fais 80 kilos. Donc, t'imagines, à mon âge. Ah, c'est beau. Je suis venu au poids de forme, mais quand j'étais au top, vraiment, ouais. En 86, en début 85, 86, je faisais 86 kilos. Ça veut dire que j'étais un bon bébé, quoi. Ouais. Donc, il y avait un peu de muscle quand même. Là, il n'y a plus du tout de muscle. Là, c'est joystick. mais disons que oui. Moi, j'étais quand même assez maigrelet au départ. D'accord. Et t'es gaucher, tu commences le tennis à 6 ans, t'as arrêté l'école en 3e pour te consacrer au tennis. En 80... C'est plutôt l'école qui m'ont dit d'arrêter, quoi. C'était tellement mauvais que... Ah ouais. Franchement, il y avait le tennis, hein. Ah ouais, d'accord. On y reviendra. En 81, tu gagnes Roland Junior. T'as un style de jeu hyper agressif, adepte du service volé. T'as été joueur de tennis pro de 80 à 96, numéro 5 mondial à ton meilleur le 22 septembre 86. Yes. T'as joué 646 matchs sur le circuit, 377 victoires pour 269 défaites. T'as gagné 9 titres en simple, Stockholm en 82, Stuttgart en 84, Nice et Sydney. Ouais. Sydney à l'époque était sur gazon en 85, Genève et Hambourg en 86, Nice et Bruxelles en 88 et Halle en 93. Ouais. Tu fais finale à Roland en 88 contre Wilander en 3-7 et 2 autres demi en 86 et 92. Tu as aussi atteint la demi de Wimbledon en 86. Ouais. Tu as 28 sélections en Coupe Davis et tu es invaincu avec 11 victoires en double avec Forger. Tu as aussi été 6e mondial en double en 95 et gagné 10 titres, dont Roland en 84 avec Yannick Noah, Indian Wells en 93 avec Forger. Tu fais aussi finale à l'US en 85 avec Yann.
T'as effectué une longue traversée du désert après ta finale à Roland à cause de douleurs sciatiques et opération du dos, impliquant quelques arrêts plus ou moins définitifs de ta carrière. Trois opérations. Voilà. T'es rappelé... Ok. T'es rappelé par Yannick, alors classé 159e pour la finale gagnée de la Coupe Davis 91 face aux US, après 49 ans de disette, la dernière ayant été gagnée par les Mousquetaires en 1932. 59 ans. 59 ans. Deuxième erreur. Boum. Deuxième erreur. Et t'as oublié la quart de finale à l'US Open aussi. Ah putain, le quart à l'US. Heureusement que t'es là. Elle fait mal celle-là aussi. Tu participes grandement à la victoire finale, donc en collant 3-7 à Sampras, ce qui restera selon toi le meilleur match de ta vie. Et donc après la Coupe Davis de 91, t'es invité à Roland et t'atteins ta 3e demi-finale donc sur ce tournoi. Tu reçois le prix de meilleur retour de l'année décerné par l'ATP en 92. T'étais surnommé le cimetière pour les nombreuses roustes que t'as infligées. Tu joues actuellement sur le circuit des légendes, tu commentes sur Eurosport et investis notamment dans le paddle. Tu as 2 fils a priori. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Henri? Alors, tu as oublié, j'ai quand même 2 garçons et 2 filles. Et 2 filles, ok. Ouais, j'ai quand même Maxime qui a maintenant 33 ans. Ouais. J'ai Luna qui a 23 ans. Ouais. Maxime qui est à Paris, Luna qui est à Londres. Et j'ai après encore, tu as Ulysse et Marie-Lou. Très bien. Voilà. Ulysse qui va avoir 15 ans et Marie-Lou qui va avoir 13 ans. Ok, félicitations. Est-ce que tu peux nous dire Henri, j'étais avec Thierry Tulane hier, ça doit être pour ça. Avec Tutu. Avec Tutu. Est-ce que tu peux nous dire, Henri, comment tu fais pour sortir le meilleur match de ta vie en finale de Coupe Davis à un moment avec autant d'enjeux et de pression? En fin de compte, ce qui m'a énormément servi, c'est ma défaite à Roland-Garros en finale contre Max, où je suis complètement passé à côté. Ouais. Et je souhaitais que d'une chose, c'est d'avoir la possibilité de me racheter et de revenir. Et c'est vrai que cette finale de Coupe Davis a été pour moi un énorme déclic avec toute une ambiance, toute une organisation autour, avec Patrick Chamagne, avec AG Lower, avec Patrice, avec Yannick quand il me demande de revenir. Et là, je saisis ma chance, je me dis, je veux vraiment renverser la vapeur et que les gens me voient de la meilleure façon, comme je suis. Ouais. Il faut que je fasse plus que le maximum. Donc, puis voilà, c'était une longue traversée du désert, puisque 3 opérations. Il faut savoir que quand on a 3 hernies discales, à l'époque, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est les années 80. On opère. On avait un autre joueur qui s'appelait Miloslav Mechir, qui a eu aussi 3 hernies discales. Il a opéré les 3 d'entrée tout de suite et n'a plus jamais rejoué au tennis, tu vois. Ouais. Donc ça a été, moi je les ai fait l'une après l'autre, en 80, j'ai fait 87, 89, 91. Donc c'est déjà assez important. Et puis le fait de pouvoir me préparer et de se dire, écoute, de toute façon j'ai plus rien à perdre, y aller pour y aller, autant faire plus que le maximum, d'y croire et de rentrer dans la zone. Et je suis rentré dans la zone et c'est pour ça que j'ai fait un match de fou. C'est Yannick qui t'a fait rentrer dans la zone ou c'est toi tout seul? Comment? C'est Yannick avec son coaching qui te fait rentrer dans la zone ou c'est toi et rien que toi? Moi je rentre dans la zone. On a travaillé énormément avec Patrick aussi Chamagne quand on était en centre de rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale à Douarnenez, à côté de Tréboul, et grâce à un médecin qui est extraordinaire et qui est toujours là, il s'appelle Gilles Solo. Et puis j'ai rencontré des gens merveilleux là-bas, qui m'ont fait comprendre ce que c'était, quoi. Et c'était pas du tout un truc 5 étoiles, hein. C'était un truc comme tout le monde. Et là, tu repars à zéro, c'est Rambo. Donc, tu vois le film Rambo, c'est exactement ça. Tu vois le film de Rocky quand il s'entraîne en Russie, c'est pas des salles muscu, c'était pareil. Donc c'était qu'à la volonté. Et après, quand tu arrives à passer le cap de ces moments-là, de rencontrer des gens extraordinaires, des gens qui sont même plus fracassés que toi, un petit gamin de 15 ans qui, quand je vais le voir au premier étage et qui me fait, j'ai fait le con, il est tétraplégique et il te dit comme ça, j'espère que tu vas gagner la Coupe Davis, tu vas la gagner pour moi. Qu'est-ce que tu dis quand toi tu marches, t'as un peu mal, t'as mal au dos, tu bosses comme un chien, quoi. Incroyable. Et c'était cette passion, c'était cet enthousiasme, c'était cette fougue qui était en plus derrière moi et derrière nous. Et puis, heureusement, et aussi
remercie aussi l'intelligence de Yann de dire on lit pas la presse, on reste dans notre bulle, parce que si on avait lu la presse avant, en disant mais Yannick fait jouer Henry, mais il est fou, il a pas gagné un match, t'imagines, après tu mets le doute dans ta tête, quoi. Ouais, bien vu. Et moi, ça m'a transcendé et ça m'a permis de pouvoir, remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Magnifique. Se dire, voilà, les gars, voilà ce que je sais faire. Ok, j'ai perdu en finale de Roland-Garros, j'aurais peut-être pu gagner. Et là, j'ai perdu parce que je me suis chié dessus. Mais là, je vais pas me chier dessus. Je vais vous démontrer que je suis capable de le faire et de créer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'on a fait avec Guy. Ouais. Ensemble. En double, ouais. Ah ouais, on 2 joueurs sur 3 jours. Hein. Alors, quand les joueurs ils me disent maintenant je suis fatigué pour jouer 3 jours, ça me fait bien marrer. Hein. Pour reprendre une chronologie de ta carrière, est-ce que tu te souviens la première fois où tu as pris une raquette entre tes mains et les sensations que ça t'a donné? J'étais gamin, j'avais 5-6 ans. Comme tu l'as dit, j'étais au tennis club du Perreux. Je sais que ma mère était prof de tennis, donc elle me disait, c'est qu'elle avait le coup fin, elle le mettait sur le terrain, tu vois. Donc j'étais déjà à la terre battue, même tout petit, sans marcher, quoi. Ouais. Et après, j'étais au mur avec une raquette en bois, parce qu'il faut savoir, j'ai commencé avec une raquette en bois et les balles blanches. C'était une raquette cassée et je jouais comme ça contre le mur. D'accord. Toi, sinon. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, fil en aiguille, évidemment des raquettes, on en a eu. Évidemment, j'ai joué sur la porte de mon garage. Sur un côté, il y avait du béton, de l'autre côté, il y avait des graviers. Donc des faux rebonds, et puis je tentais le passing dans la ligne. Donc, et je dois te l'annoncer, on avait un contrat avec le vitrier du coin. Parce que, évidemment, je ratais le passing au long de la ligne et ça partait dans la vitre, quoi. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Donc et ma mère disait « Henri, viens ici !» « Mais non, c'est pas moi, c'est cela. » Oui, d'accord. Et puis à l'époque, ma mère, pour les sauts de balles, c'était des barils persil. Tu sais, des trucs vieux où tu faisais la lessive. Ouais. Donc voilà, c'était mes débuts, c'était ça. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main, qui je te l'assure fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. C'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. Et t'as accès à la 5e masterclass avec le coach Ronan Lafay qui a emmené Steph Robert top 100. Il a aussi coaché mentalement Gilles Simon et Corentin Moutet. Ronan nous transmet les clés de sa pédagogie, axée sur le relâchement, le calme, l'estime de soi et la gestion des émotions. Pour accéder à ce qu'il appelle le nectar de la concentration, découvre la bande-annonce, qui est le premier lien en description, c'est que du bonheur. Allez, on y retourne. Français, ça a été 30, 4-6, moins 4, première série. Wow. Ah ouais. D'accord. Et Thierry, tu l'as, il a fait mieux que moi, je crois. Il a fait non classé, 15-3, moins 2, première série, je crois. Thierry. Et Thierry était numéro 1 mondial junior, et moi j'étais juste derrière, tu vois. Donc, et comme ça a été fulgurant, la première fois où tu as stagné, c'était quand? Bon, bah moi, le problème, c'est que j'ai plutôt explosé beaucoup plus tard qu'un joueur comme Thierry qui gardait plus la balle dans le court. Moi, je décrochais les bâches plutôt, tu vois. Donc, on avait du mal à on disait Henri, mais il faut vraiment que tu la tiennes dans le court. Et puis, j'y arrivais pas parce que je voulais pas. Je voulais pas jouer comme les autres. Je voulais jouer à ma façon. Ouais. Donc, moi, c'est vrai, j'ai éclaté un peu plus tard. J'ai eu une période aussi à 16-17 ans un peu rebelle. Et c'est pour ça aussi que j'étais viré de la Fédé et que Yann Thiriac m'a recruté. D'accord. Il t'a recruté où, dans une académie, dans un centre? J'ai pas... Non, tu rigoles. J'étais à Roland-Garros. J'étais viré de la Fédé pendant 6 mois parce que j'avais pas voulu aller à un tournoi. Ouais. C'était l'époque, tu sais, quand tu faisais pas un truc, on te virait tout de suite. Ouais. Et puis j'étais à Roland avec un pote, et puis d'un coup il y a Thiriac qui vient me voir et fait Henri, le compte bien, jouer avec Villas. Villas numéro 2 mondial. Tu te retrouves sur le cours numéro 2, l'ancien 2 parce qu'il n'existe plus. Et il fait toi servir. Moi je sers, et puis moi comme j'avais un service ticket, il n'arrivait pas à retourner. Je sers pendant 2 heures. Il fait toi très bien, revenir demain jouer entraînement. Je fais d'accord, je viens. Alors je fais 2 heures de coup droit, 2 heures de revers, 2 heures de coup droit, 2 heures de revers. Toi très bien, alors revenir demain. Je reviens, je jouais 4 heures, 5 heures par jour avec lui, toi. Ah ouais. Et au bout de 10 jours, il me fait tout. Moi, voilà, parler à tes parents. Ouais. Okay. Monsieur Thiriac, tu vois, tu plaisantes pas, le mec, tu dis pas une merde, tu prends une claque, il te dévisse la tête, toi.
Et lui, il joue en double avec Nastase. Tu vois, donc, Ouais. c'était un truc de fou. Ouais. Et donc, il vient manger chez mes parents, et il dit à mes parents, vous, madame, vous fermez gueule. Je te jure, hein, comme ça, il dit. Vous fermez gueule, moi, occuper Henri peut devenir téléphone. Et ma mère, elle fait, oui, d'accord, oui, monsieur Thiriac, très bien. Bon, très bien, il parle demain. Wow. Et après, le lendemain, on s'entraîne encore à Roland, et 10 jours après, ou 15 jours après, il me dit, voilà, on part à l'étranger, mais avant, il faut toi habiller très bien. Toi, très important, respect. Je fais, oui. Alors, il me regarde comme ça droit dans les yeux, il me fait, toi, tu touches la drogue, tu touches l'alcool, tu touches la cigarette, je te casse la gueule. Ah ouais. T'as 17 ans, tu te retrouves devant Thiriac avec tes vacances, je peux te dire que tu bronches pas une oreille, toi. Déjà, tu te dis, c'est un miracle que je puisse partir avec Guillermo Villas, Ouais. et le sparring, tu vois. Ouais. Et donc tu t'en vas, et puis avant, il me dit, toi, avant de partir, toi, allez voir mon ami, Emmanuel Kahn, toi, prendre 2 costumes, 3 blazers, la cravate, respect pour les sponsors. Ah ouais. Exceptionnel. C'est comme ça que Yon, voilà, je suis parti avec lui, et avec Guillermo, avec toute son équipe, avec ce Verdron, avec aussi à l'époque il y avait Nastase, et puis après il y a eu Vitis, il a créé tous ses clubs. Et moi je suis parti 4 ans avec eux. Mais c'est-à-dire, t'es parti sur le circuit avec eux? Ouais, je suis parti sur le circuit, je me suis entraîné avec eux, et c'est lui qui est devenu mon manager et mon coach. Incroyable. Et même T'as si vu, t'étais non? un peu rebelle à cette époque-là, t'avais quand même la notion de te dire, voilà, c'est un peu la chance de ma vie, quoi. Mais non, c'est pas la chance de ta vie, c'est celle-ci ou jamais. Ouais. C'est-à-dire que tu te retrouves avec Thiriac et Villas, c'était les seuls à l'époque, dans les années 80. T'avais Borg avec Léonard Bergling et Björn Borg, qui avaient des coachs, tu vois, il n'y avait pas de coach. Il y avait dans des académies à l'époque, t'avais un coach pour 5 personnes. Ouais, d'accord. Là, tu te retrouves, sparring, c'est comme si Roger Federer, comme il le fait actuellement, il a dans son équipe des jeunes qui viennent faire sparring, et puis après, il les prend sous son aile. On y reviendra, monsieur Thiriac, savoir comment a évolué votre collaboration, c'est exceptionnel, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Quel est, à ton sens, le sacrifice le plus important que t'aies fait dans ta jeunesse? C'est pas les sacrifices, c'est ta passion. Ok. Tout le monde dit oui, sacrifice, tu te rends compte de ce que j'ai donné, j'ai pas eu de vie quand j'étais gamin, mais tais-toi, t'as vécu une vie extraordinaire. Après, te barrer de chez tes parents, être loin de ta famille, tout ça, ça peut être un peu... Même pas? Non, moi j'ai toujours été un aventurier. Bien sûr que c'est dur, bien sûr qu'on a souffert, bien sûr que quand j'étais à l'INSEP, avant que j'avais la chance où on habitait au Péreux, à côté de nos gens, au Institut national des sports, on était juste là, donc il y a eu des périodes très très dures. Heureusement qu'il y avait mes parents, mais moi mon rêve c'était d'être sur le circuit, tu vois. Ouais. Et le sacrifice, bien sûr que c'est des sacrifices, mais quand on y pense maintenant, à mon âge, à 57 ans bientôt, tu te dis, mais on a une vie extraordinaire. C'est bon, ça. Extraordinaire. Est-ce que t'as une anecdote un peu particulière à raconter chez les juniors? Chez les juniors, Thierry, tu l'as, Tutu. Ouais. Tutu, il était beaucoup plus mûr que moi, tennistiquement et même mentalement, tu vois. Donc, on avait des anecdotes aussi avec Jean-Marc Piacentil, par exemple. On l'appelait Pistil. Parce que lui, il mettait des branlées à tout le monde. Okay. C'est-à-dire que c'est un joueur, même moi, il me mettait 6-0, tu vois. Il me mettait 9-0. Le mec, il avait une intelligence de jeu. Ouais. Mais en fin de compte, à la fin, son jeu, il n'a pas pu évoluer dans son jeu, tu vois. Il est resté toujours dans le même style. C'était un peu, on aurait pu dire, un Santoro de notre génération, mais sans il n'avait pas le physique de Fabrice, il n'avait pas le jeu à deux mains, de l'intelligence de jeu qu'a eu Fabrice, ouais. Où il a vraiment bien tiré son épingle du jeu, parce que c'était différent et parce qu'il avait une façon de prendre la balle qui était... Mais voilà, donc Percentil, on l'appelait Pistil parce qu'il lâchait rien, quoi, tu vois. Le mec casse-couille. Après Thierry, son idole, c'était Björn Borg. Ouais. C'était Borg. Eh oui. Borg, c'était... Et puis la première fois qu'il a battu Vitas Gerulaitis, de mes idoles à Rome, c'est devenu la mec star. Donc nous après, voilà, c'était Dieu. Quel est ton meilleur souvenir chez les juniors? Tu peux nous le décrire? Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné Roland Garros. Ouais. Je remercierai jamais assez Vitas Gerulaitis, ou Björn, mon idole, de l'avoir battu en 1h20 minutes, quoi. Parce que comme la finale était terminée, ils ont dit il y avait la finale junior, et c'est la seule fois ils ont décidé de la jouer sur le central. Ah, énorme. Donc j'ai joué contre Alberto Tous,
Ouais. un espagnol. Et j'ai gagné un 7-5-6-1, je crois, un truc comme ça. Et donc j'ai gagné Roland Garros et activé sur le central. Avec une grosse ambiance, il y avait du monde encore? Ah ouais. Ouais. Ouais, il y a du monde encore. Ah ouais, il y a du monde. T'es français, donc il y a du monde. Très bon ça. Et t'imagines le truc? Ouais. C'était un truc de mutant, quoi. Génial. Est-ce que t'étais superstitieux pendant ta carrière? On est tous superstitieux. Tu faisais quoi en particulier? Bah, tu sais, quand t'arrives les premiers jours, tu prends le même casier, tu prends la même douche, tu refais les petits rituels quand tu gagnes le premier match, le deuxième match, le troisième match, ce qui est normal. Ouais. On a tous pas autant que Rafael Nadal, hein, où là, c'est pas la superstition, c'est, comment te dire, Les tocs. c'est des tocs. Ouais. C'est des tocs. Mais ça le rassure, c'est sa zone de confort. Mais on les avait. Bon, quand t'étais gamin, par contre, si, il est vrai que quand t'es cadet ou junior ou minime, quand tu gagnes avec une tenue, tu remets la même tenue. Ouais. Tu vois. Ton rêve de l'époque, du coup, c'était quoi? Tu t'accrochais à quoi particulièrement? Moi, je rêvais d'être 10e mondial, je rêvais de pouvoir gagner un tournoi du Grand Chelem, je rêvais, voilà, tu rêves de gagner les tournois, voilà, tu te pousses, quoi. Plus que d'être numéro... Enfin, tu te disais pas je vais être numéro 1, je vais être top 10, toi. Ouais, quand j'étais gamin, je disais top 10. D'accord, ok. Quel a été le coach... Après, Ouais, dis-moi. Après, ça monte en puissance, après tu montes en puissance, tu vois. Ouais. Quel a été le coach qui a le plus marqué ta carrière? Yon Tierniak. Ouais. Yon, ça sera à vie mon deuxième père. Et le meilleur conseil qu'il t'ait donné? Ah, le meilleur conseil, c'est d'être toi-même. Ok. Il y en a plein d'autres. Yon, il est tellement, c'est un ours. C'est un homme extraordinaire. Voilà, il y a pas de mots. Ouais. Tu vois, j'ai mon père, mon propre père, mais là, j'ai mon deuxième père, c'est lui. Et t'es toujours aussi proche? Vous êtes toujours aussi proches tous les deux? Ouais, quand on se voit, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de gentillesse, C'est beaucoup magnifique. d'amour, même avec Yon, avec toute la famille. Comment t'as vécu tes débuts sur le circuit pro et la manière en fait de passer des futurs challengers aux tournois principaux? Comment ça s'est enchaîné tout ça? Bah, nous, à l'époque, on avait le circuit Dunlop. On avait fait le circuit Dunlop et il y avait donc c'était un circuit qui était sur 4 voire 5 surfaces différentes et moi j'ai eu la riche idée de gagner les 5 tournois. Ok, très bien ça. C'est pas mal, hein? Ça a dû plaire à Yon. Yon, ça a dû plaire à Yann, oui, parce qu'il y avait Gianni Oclepo qui l'avait fait une année, un Italien. Il a gagné les 4 tournois, mais c'était pas sur toutes les surfaces. Tandis que moi, il y avait Moquette, il y avait Quick, il y avait Bois, Terre battue et encore Quick. T'imagines? Le couteau suisse, on l'appelait. Le couteau suisse, putain, si en plus je copiais les rêves, ça aurait été mieux. Mais il y a eu toujours des circuits et moi, ce que j'aimais, c'était, en fin de compte, j'ai joué au tennis dans un sport qui était individuel, mais j'étais aussi plus un sport collectif, tu vois. C'est pour ça que la Coupe Davis, ça m'a toujours excité. Ouais. Est-ce que tu gardes une anecdote particulière sur ce circuit secondaire? Ah oui, j'en ai elle est très belle, celle-là. Génial. Donc je joue la première année, le circuit Dunlop, et on joue à Douai, sur Moquette. Ouais. Et je gagne le tournoi, tu vois. Et un des sponsors, c'est un gars, il a une concession Peugeot. Ouais. Je lui dis, et il me dit, on avait sympathisé et tout. Et il me dit, écoute, dans la soirée, je lui dis, écoute, bah voilà, j'ai gagné. Je te fais un pari. Si je gagne, je te parie un truc. Si je gagne encore l'année prochaine, tu m'offres une 104 Peugeot ZS. Et le mec, il me fait OK, il tape, tu vois, il tape. Évidemment, je reviens l'année suivante et je gagne. Allez là. Donc je vais voir le mec, et je lui fais, bah, elle est où ma caisse? Il me dit, mais Henri, je dis, attends, t'as pas compris là. Tu l'as dit la dernière fois. Ouais. Et le mec, il m'a filé une 104 Peugeot ZS bleu roi. Énorme. Et c'était ma première bagnole. Putain, c'est bon ça. J'avais pas le permis, parce que j'avais vu d'avoir 18 ans, c'est ma sœur qui l'a ramené jusqu'à Paris, et 2 mois après, j'ai passé mon permis et j'ai roulé avec. C'est beau ça. C'est beau, C'est beau, non? Ouais, superbe. À l'ancienne, c'est beau ça. Quel a été le moment où tu t'es dit là, je suis en train d'exploser mes barrières, ça y est, je suis en train de vraiment de percer, de m'y installer quoi? Quand j'ai battu Mats Wilander à Stockholm. Ok. Et que j'ai fait ma première finale de Coupe Davis à Grenoble avec Jean-Paul Lotte, Yannick, contre les Américains où j'ai perdu contre Gene Mayer. Mais c'est là que je commence, voilà, ça y est. Et c'est quoi, c'est mental? C'est mental, tu te dis ça y est, je suis avec eux, je suis parmi eux et j'y reste quoi. Non, ça y est, ouais, non, c'est pas mentalement, ça y est, tu vois, tu passes dans une autre dimension et ça te fait peur un peu. Ok. Tu vois? Ouais. Parce que il y a des choses que tu maîtrises pas. Ouais. Quel était ton coup fort de l'époque? Bah,
et ta manière de bosser ces coups-là pour vraiment faire la différence et continuer de les développer, comment tu faisais concrètement à l'entraînement? L'entraînement, plus t'es doué, plus tu dois bosser. Ok. Parce que pour rééditer exactement le coup que tu viens de faire, parce que nous on est capable de faire des coups extraordinaires, même parfois on sait pas comment, tu vois. Donc il faut travailler 2 fois plus, et plus, évidemment, plus tu vas, si t'as un coup fort, faut que tu travailles encore plus le coup fort qui va faire augmenter ton coup faible. Faut pas travailler que le coup faible, parce que sinon ton coup fort, il perd de la puissance. Et puis après, c'est travailler physiquement. Moi, je me rappelle que j'avais quand même un corps au départ, un physique. Demande à Frédéric Roche, j'étais un stick, hein. J'avais pas de force, j'étais des baguettes de tambour, quoi. Et ta masse de travail, ta charge de travail à l'époque, c'était ton volume au service, par exemple, combien de temps et quel type d'exercice? Non, mais moi, je me souviens que Thériac, on faisait 3 heures de coup droit, 3 heures de revers. Wow. 2 heures de volée, 2 heures de service. Moi, on a fait des périodes en Australie, sur un mois, on a joué 8 heures par jour, on bouffait sur le terrain. Oh la vache. Et c'était sur gazon, hein. Mais gazon, pas le gazon d'aujourd'hui. Le gazon où, mon gars, si tu descends pas sur les guibolles, c'est-à-dire que les 3 premiers jours, t'as mal au cul, tellement tu descends sur les jambes, quoi. Tu vois? Tu devais être, mais éclaté, quoi. On était éclatés, et en plus, il y avait, évidemment, les mouches, parce que, voilà, le vent, on était à Sydney. Je peux te dire que, non, quand je dis bosser, on bossait, quoi. Et ton coup faible? Mon coup faible, c'était plus le coup droit de temps en temps, quand j'arrivais pas à avoir le bon timing, c'était le truc. Mais sinon, après le reste, l'attaque, la volée, et le smash. Le smash, c'est vrai, j'en ratais pas mal les sites, en fait. C'était plutôt le coup droit. La partie de ton jeu que t'as le plus fait évoluer, plus fait progresser? Le côté coup droit, mon revers qui est devenu une arme maîtresse incontournable, impressionnante. Ouais. Et le seul truc où j'aurais pu encore après plus travailler, c'est le retour. Au moment, je retournais pas assez bien, quoi. Ok. Quelle était ta plus belle rencontre sur le circuit? Ton meilleur pote de l'époque? C'était Guillermo. Guillermo Vilas? La plus belle, c'est Guillermo Vilas, Nastase, Yon, toute l'équipe, là, tu vois. Ouais. Après, c'était le début, puis après t'as tes potes français, t'as Yann, et Yann, même si Yann, on se détestait et on s'aimait, parce qu'il fallait avoir une rivalité, ce qui est normal, tu vois. Ouais. La rivalité est importante. Après, il y avait beaucoup d'étrangers. Moi, je m'entrais aussi pas mal avec Lendl. J'avais une amitié très particulière, toi. Ivan, il est sarcastique comme mec, toi. Il balance des trucs. Moi, j'irai pas en vacances avec lui, toi. Mais voilà, donc après, c'était les Français, c'est sûr. Et ta bande de l'époque, Nastas, Guillermo et compagnie, vos rituels, c'était quoi? C'était se retrouver au resto, c'était... Ils m'ont tout appris, hein. Ouais. Et Nastas, t'imagines, avec les fous furieux, là. Vous sortiez pendant les tournois ou c'était quand même assez... Non, on sortait dans les bons restos, on allait dans les bons hôtels, il m'apprenait la vie. Mais la vie est classe, tu vois. Et tu gérais ton sommeil quand même ou... Hein? Tu gérais ton sommeil quand même ou ça pouvait vraiment partir en fiesta? Non, mais quand je te dis on sortait pas en boîte de nuit. Ouais, resto, quoi. Ouais. Le resto, le truc classe. Non. Et t'imagines, t'es avec Thériac, le mec qui chante en boîte de nuit, mon gars, ta gueule, le lendemain, tu la retrouves pas. Hein. Démonte, hein. Et ta meilleure amie joueuse, meilleure amie féminine sur le circuit de l'époque? J'étais assez pote avec Stéphie. Ok. Après, c'était Andrea Temesvari. Aussi. Et Gabi. Gabi Sabatini. À la fin, c'était Gabi Sabatini. Le jour le plus drôle de toujours ton époque? Le plus allumé de la tête. Ouais, le plus fou. Je te l'ai dit, c'est Nastas. Putain, c'est lui. Il faisait que des conneries. Ah ouais? Après, si une très belle rencontre aussi, c'est avec Adriano Panatta. Putain, la classe, mon gars. Et vous êtes... Là, c'est la classe. Vous êtes restés potes encore aujourd'hui? Ouais, Adriano, ouais. Très bon ça. Bien sûr. Et tu peux nous en raconter une de Nastase en particulier ou pas? Nastase, il y en a tellement des conneries. On a fait tellement des choses. Ah, j'en ai une belle avec Guillermo Vilas. Ah. Voilà. Guillermo, tu sais, à l'époque, il sortait avec Caroline de Monaco. Ouais. C'était le tout début. Et
Caroline de Monaco, et moi j'allais voir toujours Guillermo à Avenue Foch parce qu'il avait son appartement là-bas, et moi j'avais ma 104 ZS bleu roi. Et lui, Yon et Guillermo, ils arrivaient toujours avec les dernières Porsche 928, les deux mêmes, tu vois, toujours. Ouais. Évidemment, il y avait des paparazzis qui les suivaient. Ouais. Et puis un jour, je vais chez Guillermo, et puis je vois Caroline, voilà, tout va bien, et puis ils me font bon Henri, prête-moi ta voiture. Je me dis, attendez, mais putain, je suis dans le parking en bas, c'est une 104 ZS bleu roi. Je prends ta voiture, tu prends la mienne. Ouais. Donc il y avait deux sorties, ils sont sortis d'un côté avec la 104 ZS, personne n'a suivi, et puis moi, j'ai pris la Porsche 928, tu penses bien. J'étais heureux de l'avoir, la petite Porsche, moi. Je sors avec, et puis je vois tous les paparazzis qui arrivent et tout. On arrive en bas de l'avenue Foch, les mecs sont à côté de moi, je leur fais coucou, et là les mecs ils avaient les boules. Des anecdotes. Comment t'as géré le fait de devenir connu, justement? C'est sympa, hein. Attends, on va pas cracher dans la soupe, hein. Ouais. C'est sympa, hein. C'est pas trop dur à gérer quand t'es jeune? Non, mais je pense qu'à notre génération, c'était encore plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que tu as les réseaux sociaux, tu peux plus rien faire. Nous, on a quand même eu une période où on s'est vraiment éclaté, quoi. Et la fois où ça t'a le plus servi? Tout le temps, ça te sert. Ouais. Faut être honnête. Attends. Et la fois où Souvent. la fois où t'es tombé sur la groupie la plus enragée? Ah, il y en a eu, hein. Oh, vache. Ah, il y en a eu. Ah, des enragés, il y en a eu, hein. Les starbés, on en a eu, hein. Ah bon? Oh là là là. Oh, des bonnes dingos. Oh, la vache. Puis bien lourdes, tu vois. Ah oui, d'accord. Généralement, c'est Bon. qui cachent pas la grappe. Donc, heureusement qu'on n'avait pas les portables et tout. Ouais. Mais bon, c'était... Ouais, il faut gérer ça aussi. Quel était Ça fait le... partie du jeu. Ouais. Quel était le mec, le joueur le plus chiant à jouer en termes de comportement? McEnroe et Connors. Ok. Moi, j'ai joué Connors, par exemple, à l'US Open en quart de finale, où je perds contre lui. Je gagne le premier set, 2-7-1. Le mec, il fait toll break. Normalement, c'est 5 minutes, 20 minutes. Wow. Il revient 20 minutes après. Et on peut rien lui dire. Et on peut rien lui dire. Et toi, après, tu prends 6-1. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Putain. Tu vois, McEnroe, insupportable, le mec, insupportable. Tu vois. Après, Et aujourd'hui, tu leur en veux plus du tout à ces mecs-là de leur comportement de l'époque. Mais non, moi j'ai beaucoup de respect pour John. Je viens lui envoyer un message aujourd'hui, là, hier, pour savoir comment il allait. Ouais. Bjorn, c'est pareil. Connors, plus du tout de contact par contre. J'avais un très bon contact avec son fils, avec Brett. Ouais. Mais plus du tout Connors. C'est Connors, il s'est mis un petit peu en retrait. La meilleure blague à laquelle t'aies pu assister dans un vestiaire? Il y en a tellement que... Il y en a tellement, mais à la fois que tu te dis, est-ce que laquelle je peux dire, quoi. Ouais. Il y en a, c'est chaud, quoi. Nastas, il en faisait toujours des conneries. Il n'arrêtait pas du matin au soir. C'est génial. Il n'arrêtait pas du matin au soir. Et puis bon, c'est des trucs dans les vestiaires, ça doit rester dans les vestiaires. Parce que ça commence à balancer. La plus grosse galère que t'aies vécue sur un tournoi ou sur un match en particulier? Ah bah si, j'en ai une belle. Alors c'est là, mais c'est quand au tout début, on part avec Thierry Tulane et Jean-Marc Piacentine, on part à Buenos Aires. Et tu te rends compte, là, c'est là que c'est fou quand même. Maintenant, tu ne pourras plus jamais le faire. Ouais. La Fédé nous envoie tout seul pour faire un tournoi junior à Santiago du Chili, à Buenos Aires et après à Rio. 3 mecs. Ok. Seuls. On a 17 ans. Wow. On a 15 ans. Oh. 15-16 ans. T'imagines le truc, le bordel? Vous aviez un budget Caipirinha ou pas? Non, en plus, on a pris un billet d'avion. C'était une personne, tu faisais Paris-Francfort, Francfort-Londres, Milan, un truc que ça coûtait, on faisait 14 escales et on arrive et on se retrouve à Buenos Aires. Et à Buenos Aires, tout d'un coup, un matin, je me réveille, je te jure, j'ai ma joue gauche. J'ai l'impression que c'est Mike Tyson qui m'a mis un poing dans la gueule. Mon œil est fermé. Oh là. J'ai une infection à la dent. Oh. Putain. Et donc, évidemment, le seul qui parle espagnol, c'était Jean-Marc Piacentine. Donc, on y va. Et il m'emmène, et on va dans un dentiste, mais c'est dentiste sécurité sociale, siège en bois, roulette à l'ancienne. Et le mec, il me fait infection, faut vous revenir dans une semaine. Donc, il me donne un antibiotique, donc je peux pas jouer. Ouais. Tu vois. Je rate le premier tournoi, déjà. Parfait, super. Je reviens une semaine après, le mec, il m'arrache la dent. Sur place, il me dit, il faut l'enlever. Donc, il m'a arraché. Donc, il me fait des fils. Deuxième tournoi. Je peux pas jouer. Donc, Santiago, Buenos Aires, dernier Rio. J'arrive à Rio.
Au moment où j'arrive à Rio, je sais pas quoi, je chope une angine ou un truc comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai passé la semaine sur la plage. Ah, et moche. On peut imaginer qu'en rentrant, je crois que c'est à cette période-là qu'en rentrant, que j'ai été viré. Bon, j'ai pas beaucoup joué. Mais, donc voilà la galère. Et puis en venant dans l'avion, on est assis à côté d'une personne, il y a le hublot qui explose, Oh. le mec qui se retrouve sur mes genoux, enfin mais c'était la lampe du hublot, enfin bon, tu vois, c'est la ouais. galère. Quand tu te retournes en galère, c'est galère, quoi. Ça, c'est super. Ton plus gros pétage de plomb sur un coup? Ah ouais, j'en ai eu pas mal, hein. J'en ai fait des bons, hein. J'en ai pété des raquettes, hein. Ouais. Putain. Celui où tu penses que c'était vraiment la folie, enfin où c'était un peu Bagdad dans ta tête, quoi. C'était contre qui, putain, je suis devenu un jobard. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai cassé les raquettes, je voulais me barrer. Je sais même pas si c'est pas en Australie. J'ai dû faire ça. Enfin bon, j'en ai pété les raquettes. Je me souviens plus trop, mais je pense que c'était en Australie. J'en ai pété les raquettes, je suis devenu dingue avec l'arbitre. Mais j'ai pas été disqualifié comme McEnroe par contre. Ok. Voilà, La plus grosse amende que t'aies pris? Ah ouais, je crois que j'ai pas mal pris d'amende. J'ai dû être à $2,000, $3,000, un truc comme ça à l'époque, tu vois. Et ça te faisait un truc ou ça te passait au-dessus? Non, ça me faisait chier. Et au départ, non, j'ai rien à branler, puis à la fin, ça me faisait chier, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu préférais vraiment sur le circuit à l'époque? Bah, c'est toujours le renouveau, c'est toujours une ville différente à chaque fois. Tu arrives, même si tu as toujours un certain rituel, chaque année tu reviens, tu choisis un petit tournoi ou pas, ou sinon tu étais désigné. C'est tout, voilà, toujours en mouvement. C'est pas la même la lassitude de tous les jours. Tu vois. Et ce qui te faisait le plus chier? Bah, le plus chier par moment, c'est aussi la routine, les entraînements, la même chose. Moi, j'aimais toujours changer un peu les entraînements parce que faire la routine, moi, ça me gave. Ouais. Ça me gavait, quoi. Si t'avais un conseil à transmettre à un jeune joueur qui rêve de faire la carrière que t'as faite, tu lui dirais quoi? Vis ton rêve. Faut que tu sois passionné. Si t'es pas passionné dans ce métier-là, tu gagneras pas. Voilà. Faut vraiment, parce que ta passion va te faire aller au-delà de tes limites. Si tu fais vraiment parce qu'en disant c'est du boulot, c'est un job, t'as aucune chance. T'es mort. Et donc c'est ça finalement la qualité numéro 1 d'un joueur pro? C'est la passion? C'est la passion, après c'est le travail, après c'est aussi l'abnégation, c'est-à-dire toujours repousser ses limites. C'est vrai, on le dit, lorsqu'on est blessé, on apprend à se connaître et on arrive à dépasser dépasser la douleur, dépasser les moments difficiles et plus se comprendre, mais il faut avoir travaillé bien avant, quand on est gamin, pour avoir compris exactement ce que l'on veut. La détermination est le plus important, c'est parler, dire, dans la vie des jours, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport ou même dans ton métier à toi de journaliste, si tu n'y crois pas, il n'y arrivera pas. Hein. Ouais. Quelle est la pire branlée que t'aies pris? J'ai pris des branlées, j'en ai pris pas mal. J'en ai pris une par Becker, une fois à Milan, tellement énervé, je me suis pété la main d'ailleurs. J'ai pris 1 et 2 en 50 minutes, j'ai pas eu la balle. Et ta plus belle remontada? Ah, je l'ai fait à Roland. Ah ouais. 2-7-0, 2 balles de 5-2 contre Kulti. Ah oui. Quart de finale de Roland 92. Waouh, c'est propre. Les gens, ils étaient barrés, ils sont revenus. C'était 9h30 du soir, j'ai gagné 6-4 au 5e. Je me souviens, puis j'en ai une autre aussi contre Mota aussi. Je suis mené 2-7-0, 6 partout tie-break. On est 6 partout. On fait un tie-break, il mène 6-4 ou 6-3 dans le tie-break. Ouais. Je gagne, et après je mets 6-0. Sauf 3 balles de match. C'est bon ça. Ça c'est bon, mais ça c'est des souvenirs extraordinaires parce que là tu te dis, tu vois, mais moi je me souviens avec Kulti, je disais pourquoi vous barrez dans de connards? J'insultais tout le monde, j'insultais le public, moi, mais ça me je t'en fais toi. Je dis allez c'est ça, cassez-vous, je suis dans la merde, vous m'aidez pas. Waouh. D'un coup tac, et puis alors là après derrière le public c'était de la folie quoi. Énorme. Ah non mais moi j'étais un clébard sur le courant, je gueulais. Hein. Ouais. Et je revois encore, tu vois, là, sur les réseaux sociaux, en ce moment, on remet, je remets un peu les différents matchs que j'ai fait à Roland. Tu vois, j'arrête pas de parler. Je parle tout le temps. Je revois mes matchs, je fais, mais putain, mais ça va pas mieux, mec. Je communiquais avec tout le monde, hein. C'est ma façon d'être. Ouais. Ta bête noire de l'époque, c'était qui? Bête noire, c'était Villander sur terre. Ouais. Pourtant, je le battais sur rapide, mais sur terre battue, j'en pouvais plus, quoi. Et comment t'expliques que... La plus grande bête noire, ça a été McEnroe, j'ai jamais battu. Sauf sur Senior Tour. Ouais.
Comment t'expliques que t'as eu de si bons résultats sur Terre avec un jeu aussi offensif? Parce que je suis né et que j'aime la terre battue et que c'était une surface pour moi. C'est comme un jeu d'échecs. Ouais. Il fallait construire le point. Ok. Il fallait placer ses pions. Le rapide, c'était bien parce que nous, c'était très rapide à notre époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas rapide. Bientôt, la terre battue, c'est la surface la plus rapide. Ouais. Donc, et surtout, j'ai appris à jouer sur terre. Donc, jouer sur terre, voilà, c'est le slice, c'est jouer avec l'adversaire, c'est placer la balle, monter, faire un volet amorti, voilà. Et c'est extraordinaire. J'adorais la terre battue. Quel est le joueur que t'as le plus martyrisé? Chesnokov, je crois, le pauvre. J'ai joué une fois avec lui à l'Alpe d'Huez, c'était très sympa. Et il est super gentil. Un jour, il a mis 6-2, 5-1. Il sert pour le match à Nice et il a perdu. Voilà. Contre toi? 5-1, contre moi, il a perdu. J'ai gagné le tournoi après contre Jérôme Potier. Énorme. Donc, je pense que lui, il n'en peut plus. Ouais, il dit non, Henri, c'est pas possible. J'ai battu à Roland tout le temps. Voilà. Le jour où tu as eu le plus gros frisson en termes d'ambiance? C'était la plus grosse, c'est Lyon. La Coupe Davis à Lyon. C'est Ouais. Lyon. Dès le deuxième point, moi je sers le point, je fais on y va. Et putain, tu vois le public, il a fait chaudron, mais j'ai l'impression de voler, quoi. Je sais même plus terre. Incroyable. À ce moment-là, t'es lucide ou ouais, t'es en lévitation pendant tout le match quasiment? Ouais, je suis lucide, mais je suis lucide serein. Tu Ouais. vois, lucide, comment te dire, je sais qu'est-ce qui va se passer. Je suis dans la zone. Comme ils expliquent les joueurs aujourd'hui, on est dans la zone où on arrive à dominer, on est en avance. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer et de passer avant que malheureusement il se tue en voiture. C'était Ayrton Senna. J'ai passé 3 jours avec lui. Ouais. Et il me parlait, il était très mystique. Et il me disait, tu sais, la zone, c'est quand moi je pilote, que tout défile devant moi très lentement, mais je suis déjà dans le 5e virage. Wow. Et c'est exactement la même chose dans le tennis. Quand tu es dans la zone et que tu joues et que tu montes au filet, que tu sais que le mec il va partir et que la balle, le passing est là, et tu mets la raquette, tu joues, et tout défile doucement. Et quand tu es bousculé ou quand le mec fait le passing gagnant, t'es même pas, toi, t'entends même pas le brouhaha autour de toi, t'es dans ta zone. Et c'est pour ça que c'est ce que recherchent tous les joueurs aujourd'hui. Et ils travaillent là-dessus d'ailleurs mentalement. Hein. Le jour où t'as le plus ressenti la pression, c'était lequel, tu te souviens? Roland Garros finale 88. Et clairement, tu je me suis fait tuer. Tu t'es fait tuer? Ouais, parce que j'ai pas su la gérer. Toi, j'ai très bien su la gérer en 91, mais là en 88, je l'ai pas géré du tout, quoi. Ouais. Merci Riton pour cette première partie et cet excellent moment passé ensemble. Merci pour ton honnêteté et ta générosité sur les anecdotes. La deuxième partie, petit spoiler, mais la deuxième partie est un cran au-dessus. Ça va vous plaire. Juste patienter une petite semaine. Viens nous dire en attendant ce que tu as pensé de cette première partie en commentaire. Mets-nous 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et un avis sympa sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à mieux référencier notre travail et à le faire connaître pour à terme avoir des invités de renom. Merci aux derniers tipeurs qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Tu peux nous soutenir à hauteur de 3 € ou plus si le cœur t'en dit. Chacun avec sa pierre à l'édifice. Je suis maintenant full time sur le podcast pour vous régaler. C'est un bonheur de se sentir soutenu. Cette semaine, tu as accès au 5e cours qu'on a créé avec Ronan Lafay. Écoute juste la bande-annonce, elle est en lien en dessous, premier lien en description. Tu vas vite comprendre la puissance de ce nouveau cours. J'ai été embarqué par Ronan et je sais que son expertise me servira à titre perso et qu'elle peut tous nous filer un grand coup de main sur et en dehors du cours. J'ai personnellement pris une claque. Il nous livre ces 5 piliers de la performance que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, la concentration et l'estime de soi. Grâce à ce nouveau cours de plus d'1 heure, tu vas comprendre comment accéder à la concentration, qui est selon Ronan le nectar de la performance. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau pour mettre les piliers de la performance en place et accéder à la phase de concentration ultime. Le tout imagé d'anecdotes et de matchs avec Steph Robert sur le circuit, de cas concrets et vécus avec son poulain de l'époque, qui lui-même était dans l'état d'esprit d'outsider, puisque Ronan l'explique dans le podcast qu'on a fait ensemble, même à la 50e place mondiale, tu perds beaucoup plus que tu gagnes. Donc il avait dans la majeure partie du temps à faire face à des joueurs beaucoup plus forts que lui. C'est un privilège d'avoir accès à l'expertise de Ronan Lafay et c'est un réel plaisir de vous la partager.
Tu as accès à ce nouveau cours au format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as le lien juste en dessous et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, tu as juste à scroller en bas de la page ou alors à m'écrire à max@tennislegende.fr. Pensez aux bouche à oreille qui nous aident comme jamais pour faire connaître le podcast. Ça reste aujourd'hui la meilleure pub possible pour augmenter l'audience. On a par ailleurs passé les 600 notes. Je crois qu'on est à 603 au moment où j'enregistre. Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps vraiment de nous mettre un avis sympa et 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe. Il me semble qu'on est à plus de 80% d'écoute sur cette plateforme. C'est ce qui nous permet d'être bien référencés, d'être mis en avant et à terme, forcément, de convaincre des personnes de renom de venir parler au micro et de te régaler. Donc voilà, tout simplement, envoie l'épisode qui te plaît le plus et ceux que tu as découvert dernièrement à des fans de tennis. Ça nous permettra de mieux rayonner. Merci pour les bonnes ondes de manière générale. N'hésite pas à m'ajouter sur LinkedIn à Max Zamora, ZAMORA, ou sur Insta à Max Emia et ETMIA, MIA, le tout attaché. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des idées de partenariat ou autres. Je réponds à tout le monde sans exception. Très bonne semaine, légende, et prenez soin de vous. À très vite. Ciao.